Nous écoutons un extrait des Mémoires d'espoir du général de Gaulle, premier tome, Le Renouveau 1958 à 1962, aux éditions Plomb 1970, les pages 256 à 259 sur le voyage du président de Gaulle aux États-Unis d'Amérique le 24 avril 1960. En vieux soldat, nous visitons le champ de bataille qui vit, presque 100 ans plus tôt, la victoire décisive des nordistes. Nous rentrons à Washington par Camp David, groupe de baraques au milieu des bois, qu'Eisenhower affectionne pour conférer avec ses hôtes. Il me raconte comment il a tenté d'y endoctriner Khrouchtchev. Dans toutes nos conversations, le président des États-Unis revient sans cesse sur la prochaine conférence au sommet. Il me dit « J'y tiens beaucoup. Mon mandat se termine avec l'année et je ne me représenterai pas. Quelle belle fin de carrière ce serait pour moi que d'aboutir, sans nuire au principe, à un accord entre l'Est et l'Ouest. » Je réponds à Dwight Eisenhower qu'en quittant ses fonctions, il emportera l'estime générale, quoi qu'il advienne de la conférence. Quant à moi, je n'attends guère de résultats positifs de la réunion des quatre. La coexistence pacifique est trop récente et trop limitée. Le problème allemand n'est pas mûr. Mais, quelle que soit l'issue de la confrontation de Paris, je travaillerai à la détente et à la coopération bilatérale avec la Russie et tâcherai de les faire passer sur le plan européen en y mêlant progressivement, en dehors des blocs et des hégémonies, tout ce qui borde le Rhin, le Danube et la Vistule. Le président convient que les États-Unis ne doivent pas tout faire, qu'il appartient à l'Europe de régler elle-même, si elle le peut, les questions qui lui sont propres, qu'à cet égard la France a le droit d'initiative et que son redressement est un événement capital pour l'ancien continent, pour l'Occident et pour le monde entier. Toutefois, il m'invite à considérer que l'Amérique est, par nature, portée à rester chez elle et que, dans l'état présent du globe, il pourrait être désastreux que, lassée et déçue par ceux-là même qui ont besoin de son concours, elle retourne à l'isolationnisme. J'avoue à Eisenhower que, tout en pensant que l'Amérique est indispensable au monde, je ne souhaite pas la voir s'ériger en juge et en gendarme universel. Quant à la perspective inverse, celle du repliement sur elle-même, je la tiens pour peu vraisemblable. Au degré de puissance où elle est parvenue, les tentations les plus fortes la sollicitent vers des interventions et, d'ailleurs, comment, en cas de drame mondial, resterait-elle détachée alors qu'à tout instant et à partir de tout point de la terre, la mort pourrait la frapper? Mes entretiens avec le président sont complétés par ceux que j'ai avec Richard Nixon. À son poste assez étrange de vice-président, je trouve en lui une de ces personnalités franches et fermes sur lesquelles on sent qu'on pourrait compter pour les grandes affaires, s'il lui incombait un jour d'en répondre au premier rang. 25 avril, au Capitole. J'y suis reçu par le Congrès. Tous les sénateurs, tous les représentants sont là, remplis de cordialité et de curiosité. Le speaker, Sam Rayburn, m'adresse une excellente allocution de bienvenue. Comme à Westminster, mon discours a été d'avance traduit et distribué. Ce que j'expose, c'est la politique de la France. Ce que je montre, c'est qu'elle en a une. Et de développer ses buts, devant le danger d'une guerre qui détruirait notre espèce, instaurer la détente internationale. Créer ainsi une ambiance pacifique qui réduise peu à peu l'opposition entre les régimes et dont puissent sortir les conditions d'un règlement des problèmes posés, avant tout celui de l'Allemagne. Organiser, par coopération de l'Ouest et de l'Est, l'aide aux pays qui en ont besoin. Réaliser le désarmement et, d'abord, la destruction de tout véhicule des projectiles atomiques. Faute de quoi, mon pays est contraint de se doter d'un armement nucléaire.
Je fais une prudente allusion à la rencontre imminente des quatre. Il ne suffira pas que messieurs Eisenhower, Macmillan, Khrouchtchev et moi nous trouvions ensemble pour régler aussitôt des problèmes d'une telle dimension. Mais peut-être pourrons-nous décider de la route à suivre, si longues et difficiles que doivent être les étapes. Je termine en affirmant qu'en tout cas, la France a fixé ses intentions et ses espoirs. L'ovation du Congrès, puis, au cours de la réception qui suit la séance, les propos que me tiennent nombre d'auditeurs me montrent qu'à la satisfaction que leur cause mon discours se mêle de l'étonnement. Jusqu'alors, en effet, ils ne savaient guère de mon action que ce qu'en rapportaient, interprétaient et commentaient les voies de l'information. Or, celles-ci, dans leur ensemble, n'avaient jamais cessé d'être dénigrantes à l'égard du machiavélisme supposé du général de Gaulle. « Comment expliquez-vous cela » me demande Richard Nixon. Je lui réponds « C'est peut-être pour cette raison que ce que je dis et tâche de faire, depuis juin 1940, est toujours aussi net et droit que possible. Comme beaucoup de professionnels de la politique et de la presse ne conçoivent pas l'action publique sans tromperies et reniements, ils ne voient que de la ruse dans ma franchise et ma sincérité. Ce n'est certes pas la ruse que New York acclame en ma personne, dans un déferlement inouï de population, tandis que je remonte Broadway sous les torrents de papier qui tombent des toits et des fenêtres, ou que je m'adresse à la foule sur la place de l'hôtel de ville, ou que je suis les avenues pour me rendre aux réceptions prévues. Je dois dire que le gouverneur Nelson Rockefeller et le maire Robert Wagner ont tout fait pour que rien ne gêne l'enthousiasme colossal de la colossale cité. Passant à l'autre bout des États-Unis, où m'accompagne Douglas Dillon, j'atteins San Francisco qui déborde à son tour de chaleureuse ardeur. D'ailleurs, la Californie est en proie à l'euphorie de sa croissance. Je l'entends proclamer par le gouverneur Edmund Brown, par le maire George Christopher, par les présidents des multiples associations qui me reçoivent d'heure en heure. Je le constate en parcourant la zone industrielle et en faisant le tour de la rade. Que sera-ce pour cette Amérique du Pacifique le jour où l'immense marché chinois s'ouvrira à des échanges ? Mon voyage aux États-Unis prend fin à la Nouvelle-Orléans. Là, les démonstrations exaltées de la multitude me touchent d'autant plus que surgissent partout les souvenirs de la Louisiane française. Arrivant à l'aérodrome Moisan, traversant la ville dont le centre est resté tel qu'il était au temps royal, invité par le gouverneur Earl Long à passer les troupes en revue sur la place même où, jadis, les nôtres faisaient l'exercice, assistant au Te Deum dans l'ancienne cathédrale bondée de gens pleurant d'émotion, percevant maintes clameurs en français parmi celles que pousse la foule des Blancs et des Noirs autour du monument Bienville, naviguant sur le Mississippi qui fut l'artère magnifique de la Nouvelle-France, entendant les allocutions du maire de Lesseps, de l'évêque coadjuteur et du président des Créoles, qui tous deux s'appellent Bezou, du porte-parole des Acadiens, qui porte le nom d'Aresco, je me sens saisi par la grandeur du passé, mais aussi convaincu que son legs peut être, dans l'avenir, utile à notre rayonnement. Si ce que nous avons semé est demeuré une plante vivace, cultivons-la par-dessus l'océan.